Peut-être on peut ouvrir la discussion au public. On va prendre 3 questions et puis on va essayer de répondre. C'est très émotionnel pour moi. Ça me provoque beaucoup d'émotions. Jonathan, vous avez servi dans l'armée de l'air israélienne. J'étais habitant de Gaza depuis 1994. Alors, c'est dur pour moi. Vous avez mentionné Salah Rachid. Je ne peux pas oublier ce jour. C'était la première fois dans toute ma vie où j'étais témoin à quelque chose si grave, si près. Et je n'ai jamais compris qu'est-ce que ça veut dire, bombardement de l'air. Mais je ne vais pas l'oublier. Je m'appelle encore. Dans toutes les années que j'ai passées au Gaza, où j'étais journaliste, et comme journaliste travaillant au Gaza, tu vois tout. Tu n'es pas un civil tu vas pas t'échapper, tu vas aller regarder. J'étais 23 jours dans un coma avant de rentrer dans la vie. J'étais prise et cette violence doit terminer. Et c'est notre choix. On ne peut pas se terminer en prenant des droits de certains et garantissant la violence pour tout le monde. Je ne veux pas que mes enfants vivent cette... Moi, je prends le choix. J'ai survécu aux 3 guerres de Gaza, 2008-2009, avec d'autres journalistes. Je ne peux pas vous dire combien de gens on a perdu, des gens qui étaient juste dans leur maison. Et je ne peux pas oublier, quand on a demandé à quelqu'un qui avait bombé, quelqu'un qui savait que sa femme était dans une de ces maisons. Ah, j'ai noté qu'il y avait une vibration sur l'œil gauche de ma machine. Mais je ne sais pas combien de monde nous avons perdu. Mais c'est votre choix d'accepter ou pas accepter. Quand j'étais à l'hôpital de Tel Aviv, la seule personne qui avait chez mon lit était un journaliste israélien. Il a fait un choix de s'occuper de moi. Il n'était pas obligé de le faire. Pour tout l'aspect que j'ai, pour tout ce qui arrive en Europe, les seules personnes qui peuvent changer cette situation sommes nous. Si nous pouvons parler ensemble, loin des politiciens, parce qu'eux, ils restent les mêmes depuis 20 ans, et au Gaza, en Palestine, les gens sont les mêmes, les politiciens depuis 20 ans. En lieu d'avoir quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd, on pourrait avoir 2 États. On peut vivre ensemble, côte à côte. Avant la première intifada, on vivait comme ça. Naturellement, comme civil, on peut vivre ensemble. S'il y a quelque chose qui puisse se faire, c'est plus de Palestiniens et plus d'Israéliens doivent se rencontrer et se mettre autour d'une table et parler ensemble. Et encore une chose, et c'est la responsabilité des Israéliens, ils doivent arrêter de faire de BDS. Ils continuent d'appeler le BDS comme antisémitite. C'est terrible. Tu peux être contre Israël, mais je n'admets pas qu'on doit nommer quelqu'un antisémite pour
pour combattre le système d'Israël. Il y a une grande responsabilité pour dire à tout le monde que être pour le BDS et contre la politique d'Israël est antisémitique. C'est vraiment très important. Encore des questions ou remarques? Merci. Je vais être très bref. Naturellement, je partage la plupart des critiques je suis anti-monarchie. Je suis anarchiste et cette discussion est un peu pro et contre. Dommage qu'il y a personne qui défend la position du gouvernement israélien, même si je ne suis pas d'accord avec cette position. Le mot antisémitique, anti-judaïque, il y a un danger, à mon avis, toujours. Et nous devons en prendre conscience que certaines personnes se cachent derrière le critique à Israël, qu'ils cachent leur antisémitisme. Je suppose que M. Levy en est bien conscient. Je suis Freddy Latini, je viens de Rome, je suis étudiante en droit. Je suppose que c'est très différent de Jérusalem de l'Est. Et grâce à Dieu, je ne subis pas les mêmes peurs que vous expériencez. Beaucoup de Juifs et beaucoup de Palestiniennes en preuve tous les jours. À part toute la honte et le fait que vous êtes confronté à des accusations d'être traître à votre pays, socialement, vous avez reçu des réponses très méchantes sur votre site Facebook. Ma question à vous est, Tamara, notre génération, les soi-disant millénium, égalité d'hommes et femmes, homophobie, etc. Quel est l'impact de cette génération en Israël? Par exemple, les étudiants en Israël sont très près de la situation. Et peut-être ils ou elles ont compris votre décision. Quel est l'impact de ces millénials, de cette jeune génération? Parce que M. Shapiro a dit qu'il n'a pas eu le même courage où il était manipulé. Quelle est la position des jeunes? Merci. Peut-être que je vais résumer. Nous avions ce témoignage qui disait que nous devrions voir plus loin, que les politiciens aient de se rassembler en tant que peuple. Ensuite, il y avait la question du terme antisémite contre Israël, ces termes qui sont utilisés. Et encore une question plus précise sur ta situation. Peut-être que toi, tu peux répondre en premier lieu. Merci bien. C'est tout à fait des questions très intéressantes parce que il n'y a pas des questions vraies ou fausses. C'est mon expérience propre dans ma vie en tant que jeune d'Israël. Je vais dire que je n'ai pas seulement obtenu des réactions
mauvaise. Mais il y avait des gens qui m'ont vraiment supporté. Mes amis étaient, par exemple, eux, ils allaient à l'armée, mais quand même, ils m'ont supporté. Et aussi tenu. Et les autres activistes en Israël, là, je vais peut-être raconter une petite histoire. Lorsque je me trouvais en prison, les filles en prison ne sont pas des criminels. La plupart d'elles sont là parce qu'ils se sont sauvés de l'armée après avoir y été, pas parce qu'ils ne voulaient pas faire partie de l'occupation, mais parce qu'ils voulaient travailler et qu'ils devaient apporter de la nourriture dans leur maison. Et c'était tout à fait intéressant de rencontrer des filles. Et c'était même fou parce que ils ne connaissaient même pas le terme d'occupation. Ils ne l'avaient jamais entendu parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils savaient occupation. Ils savaient que les Arabes étaient des mauvaises personnes. Les Palestiniens, c'était pas un mot qu'ils utilisaient. Et c'était intéressant de s'entretenir avec des filles de mon âge qui ont vécu le monde d'une autre façon. Et donc, ce n'étaient pas des activistes. Elles ne savaient tout simplement pas ce qui se passait dans leur propre pays, donc on ne pouvait pas s'entretenir non plus sur ce qui se passait dans le monde. Mon expérience personnelle, donc, et c'est pour ça que j'ai fait le service social et que je continue à travailler dans de tels endroits parce qu'il est important de réveiller les teenagers en Israël qui ne sont pas des étudiants et qui ne sont pas cette jeunesse qui fait partie sur le niveau national ou international, qui sont membres d'activistes ou d'autres associations qui s'occupent de jeunes. Nous allons parler peut-être d'autres organisations qui sont là, mais la majorité, non. C'est donc pas la majorité. Je ne savais pas si j'avais choisi le bon terme, elle dit. Et c'est donc ça, mon expérience de la jeunesse d'Israël. Pour vous, le journaliste du Gaza, je vous remercie vraiment d'avoir partagé votre expérience parce que ce même événement a probablement affecté beaucoup de moi et de mes amis de l'armée de l'air. Même le général Halous, ce raciste qui dit c'est que lorsqu'il avait bombardé les maisons, il ressentait seulement un petit tremblement à son aile de l'avion. Et il a dit à tous les pilotes, on devrait dormir très bien la nuit parce que tout ce qu'on fait, c'est dans l'ordre et la morale d'Israël. Vous savez, parfois, quelqu'un doit te dire que tu dois bien dormir pour que toi, tu te réveilles. Mais néanmoins, lorsque je partage ton sentiment du besoin des gens de se rassembler, et ma vie, je l'ai dévouée depuis en rassemblant les gens à des différents événements, et je suis facilitateur du dialogue et ça me permet également de créer ma propre transition. Et c'est un mais très important, nous nous trouvons en l'an 2019. L'occupation qui a commencé en 1948, lorsque les gens en Palestine avaient juste 11 mois depuis 48, parce que c'était toujours l'occupation, jusqu'à
quelques mois avant la guerre de 67 où il y avait les gens appellent la grande occupation. Et lorsque nous parlons de 70 ans de meurtres continus, et c'est pas seulement qu'on tue des gens ou des bébés ou des gens innocents, mais c'est qu'on tue l'habilité de la société palestinienne de pouvoir fonctionner en tant que société, parce que la population palestinienne est tellement dispersée. C'est un des groupes les plus privilégiés, par exemple, de vivre à Jérusalem-Est, parce qu'il y a 6 ou 7 frontières différentes où on peut avoir un passeport, où on peut aller participer aux élections. Et il y a une deuxième classe de Palestiniens. Ensuite, il y a des Palestiniens en Cisjordanie et dans le ghetto de Gaza où les gens n'ont aucun droit, même pas le droit d'aller se faire traiter son œil quand on s'est fait déchirer. Ensuite, tu as des gens, comme nous parlons ici, qui parlons de cette lutte et qui rêvent quand même de pouvoir retourner chez eux, dans leur patrie. Et les Juifs, et c'est ça mon rêve, que pendant 2000 ans, que l'année prochaine, pendant 2000 ans, dans chaque Kabbalat Shabbat et chaque jour férié, alors les gens prient toujours l'année prochaine à Jérusalem. Et maintenant, nous renions ce droit au retour à des gens qui l'ont quitté depuis plus de 70 ans. Donc, c'est une situation tellement cruelle de devoir attendre pour des choses qui doivent provenir de la jeunesse palestinienne et israélienne, et penser ça, c'est un peu naïf. Nous devons l'essayer et rassembler beaucoup d'énergie pour rassembler les gens, pour que plus en plus de gens vont refuser de rejoindre l'armée, et que dans Cisjordanie et en Jordanie, qu'il y ait des flottilles pour aller à l'encontre. Tout ça, c'est merveilleux, mais sans la participation du monde occidental, avec le support continu, ou disons-le plutôt, en restant en silence, en dehors, c'est qu'on supporte les occupants. Presque chaque pays, on contribue à cette guerre en envoyant des armes. Moi, je le sais parce qu'en Norvège, qui ont l'image de marque d'être un pays donateur le plus grand pour la palette les Palestiniens et tout ce qui a eu lieu à Oslo, mais la Norvège est le premier pays, lorsque vous regardez par habitat d'habitants et les armes vendues, et la Norvège a une loi qui interdit vendre des armes à Israël, mais ils ont des usines aux États-Unis, et même qui ne sont pas très loin du centre où ils donnent le prix Nobel de la paix. Et à 40 minutes de là, vous avez des usines qui ont leur usine aux États-Unis qui fabriquent des armes qui sont revendues à Israël pour tuer des enfants en Gaza. Donc il faut démontrer cette complicité dans le monde entier. Et sinon, ça ne va jamais s'arrêter. Les banques ici à côté, les grandes banques ici, si vous regardez au nombre, si vous regardez dans les détails, si vous voyez où va leur produit, leur bénéfice, alors vous pouvez voir et vous rendre compte que toutes ces banques ici en Europe, dans un sens ou un autre, sont toujours connectées avec l'occupation israélienne. Et il n'y a pas de chemin de dire ici c'est la Cisjordanie
et ici c'est Israël. Non, c'est une seule place de Cisjordanie jusqu'à la Méditerranée. Tous ces gens qui vivent là, environ 50% sont des Israéliens et 50% sont des Palestiniens, dont la moitié n'a pas de droit. Donc il est grand temps d'appliquer les mesures et tout ce qui est possible, parce que quelles sont les autres possibilités qu'on a? Est-ce que le monde nous pousse maintenant dans une lutte de violence? Que voulez-vous que je fasse? Moi, je réalise que je faisais partie d'un système raciste, super raciste même. Alors, qu'est-ce qui me reste? Si ce n'est pas couper ces liens et que je ne veux plus que ces flux d'argent et d'armes y aillent. Alors, il faut la pression internationale. On n'a pas d'autre choix, tout simplement. Bien. Nous continuons avec des questions. Je pense qu'il y avait aussi une question dirigée vers Gideon. Vous voulez réagir à cette question concernant l'antisémitisme qui se cache derrière le mouvement BDS? D'abord, si j'ai le droit de parler, je voudrais parler de l'assassinat de Shradan. J'étais là 24 à 36 heures après le bombardement. L'armée de l'air et l'armée disaient à travers leurs représentants, ces bâtiments étaient des bâtiments vides. Et moi, je me suis arrivée, et notre ami de Gaza, il a expériencé de façon beaucoup plus difficile. Mais moi, j'ai vu les mères, les enfants en larmes. C'était quelque chose que je ne vais jamais oublier. Mais vous, Jonathan et moi, nous sommes rentrés à Tel Aviv à notre vie et notre ami est resté à Gaza en attendant la prochaine attaque. Mais ce moment nous a montré la façon dans laquelle l'armée a menti. J'ai essayé d'écrire sur ces mensonges. J'ai écrit que à Gaza, c'est très inhabituel. Il y a des bâtiments, des maisons où les gens vivent. Même avec les meilleures intelligences du monde, l'armée israélienne ne savait pas qu'il y avait des personnes dans ces maisons. Évidemment, à Gaza, où il n'y a pas d'espace, tu pars de ta maison et tu vas quelque part. Honnêtement, c'était un mensonge absolument dégoûtant et je vais toujours m'apprêter. Dans la question du antisémitisme, clairement, l'antisémitisme existe dans le monde, oui, il faut le combattre. Et naturellement, il y aura des antisémites qui militent dans le mouvement BDS et certains utilisent critiques contre le gouvernement israélien pour employer ou pour promouvoir leur antisémitisme. Mais le mouvement n'est pas antisémite. Si la question est-ce que c'est antisémite, je dis non. Est-ce que les gens qui militent dans le mouvement des BDS sont des antisémites? Le c'est non. Important de savoir. L'Israël attise l'antisémitisme de façon majeure. Le gouvernement israélien donne beaucoup d'excuses aux antisémites. Ils veulent évidemment que l'établissement, c'est-à-dire les élites,
aux États-Unis, en Europe, doivent s'identifier avec l'Israël. Quand tu t'identifies avec le politique, l'occupation et le gouvernement, tu vas payer un prix très cher. Et les communautés juives souffrent à cause de la politique menée par Israël. Je peux vous demander d'être brève avec vos questions et pas forcément des témoignages. Je suis une citoyenne européenne. Je suis allée comme touriste en Israël en 2017 et j'ai vu plusieurs aspects de la société israélienne. Et ce qui m'a impacté beaucoup, c'est qu'il y a très très peu d'informations entre les jeunes d'Israël, comme Tamar nous a raconté. J'avais lu des publications sur l'origine des populations israéliennes. La plupart viennent de l'Europe. Mais les gens savent très très peu sur l'Europe, parce que la plupart des choses sont en hébreu. Parfois quelque chose en anglais, comme le Jerusalem Post, mais dans des librairies, il y a des livres en hébreu et peut-être quelque peu en anglais. Il y a aussi la presse russe et quelque chose en français. Mais dans la pratique, un aspect que me semble devrait changer serait d'avoir un meilleur accès à l'information. La plupart des gens venaient de l'Europe, parlaient le russe, parlaient le français, mais des Américaines savaient quelque chose sur les États-Unis, sur ce qui se passe en Israël. Ils avaient une opinion sur le conflit, mais c'était tout. Une question brève de ma part sur le BDS. Et merci d'appuyer le BDS et d'encourager les gens à s'engager dans le mouvement BDS. Et on voit que nous avons un certain succès parce que le gouvernement israélien nous combat de façon extrêmement vive. Quand des Juifs européennes et israéliennes participent dans le mouvement BDS et quand nous faisons des boycottages sur Hewlett Packard ou Puma, qui sont des sponsors, le team israélien, nous ne pouvons plus entrer en Israël. Et en particulier, nous sommes interdits d'aller en Palestine. Gideon nous a parlé d'une mi-démocratie. Quelles sont les conséquences pour vous, des Juifs israéliennes, si et quand vous vous engagez dans le boycott? Récemment, j'ai lu qu'un journaliste a subi une agression physique. Est-ce que c'est encore le cas où, c'est-à-dire, est-ce qu'il est encore facile ou possible de s'engager dans un tel mouvement ou est-ce que vous prenez des risques si vous êtes en faveur du BDS en Israël? Je pense que nous sommes tous très contents de recueillir ici des Israéliennes engagées dans le mouvement de solidarité. Et nous avons recueilli beaucoup de Juifs israéliennes engagés dans ce combat dans les années du passé. Mais où êtes-vous pendant les élections? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Levy nous a dit quelque chose pourrait éventuellement arriver.
que personne n'a prévu le chute du mur de Berlin, ni le chute de l'apartheid. Mais il y avait des raisons pour ces événements. Le changement en Russie était économique et l'Afrique du Sud avait subi aussi une très grande pression suivant le boycott. Quelle est votre question? OK, c'est tout. On va essayer de répondre à vos commentaires et vos questions. Vous reprenez la dernière question. C'est une bonne question. Concernant les élections et le pouvoir de la gauche israélienne qui, en principe, combattent avec les Palestiniens. Si vous allez aujourd'hui en Afrique du Sud, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'en pensaient vos parents? Chaque policier dans la rue va vous dire qu'il était contre l'apartheid. Et peut-être ça sera comme ça dans le futur. Tout le monde va dire qu'ils étaient contre l'occupation. Comme tous les Allemands disent aujourd'hui qu'ils ont combattu les nazis. Il faut l'admettre. Nous sommes trop faibles pour changer le système à l'intérieur. C'est vrai que le liste jointe des Arabes a eu des bons résultats. Est-ce que va changer la situation dans la rue? Peut-être le fait d'être dans une des commissions, alors ça pourrait éventuellement influencer plus d'argent pour les Palestiniens, mais en général, ça ne va rien changer à la situation. Pas le système politique comme existe. Il faut abandonner cet espoir. Pour avoir un nouvel espoir, il faut abandonner les vieux espoirs. Rien ne change. Il faut le regarder en face. Nous sommes trop faibles. Nous sommes quelques milliers d'Israéliens qui font le combat. Nous avons des belles histoires. Quelques-unes sont très pleines d'inspiration et peuvent aussi être un miroir pour toutes les histoires de l'humanité dans l'histoire. Mais nous sommes une minorité d'une minorité. Et la pire chose qu'on puisse faire, que nous partons et on a vu des Israéliennes qui vont régler la situation. Non. Nous vous disons que nous ne sommes pas assez fortes pour changer le système de l'intérieur. Nous avons besoin de votre aide, de votre participation. En ce qui concerne les risques du mouvement BDS, si vous êtes palestinienne, les risques sont majeurs. Vous pouvez vous trouver dans des situations très, très difficiles, même à un risque. Si vous êtes un juif israélien, peut-être vous êtes en face de quelques problèmes, mais pour les juifs, à l'intérieur de la société israélienne, c'est assez confortable dans cette démocratie. C'est peut-être en train de s'éroder, mais c'est encore démocratique. On a le droit d'exprimer notre opinion. Mais si vous n'êtes pas du peuple du maître, alors vous êtes en face des risques très graves. Les vrais problèmes ne sont pas nos problèmes comme juifs israéliens. Les vrais problèmes sont ceux qui subissent le peuple palestinien. Merci à tout le monde. Merci à vos orateurs pour leur discussion. On va prendre une pause maintenant.